Vas-y, pars, dit mon père, sa voix résonnant sur les murs de marbre de l'empire qu'il avait construit et que j'avais aidé à maintenir. Il eut un sourire narquois au-dessus de son verre de Bourbon, le même qu'il utilisait pour trinquer à chaque victoire dont il ne m'avait jamais attribué le mérite. Tu ne tiendrais pas une semaine sans moi, Élise. Sans mon nom, tu n'es rien. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai posé sur son bureau mes clés, mon badge d'entreprise et la carte de platine qu'il m'avait donnée, chacun étant une démission silencieuse. Chacun une déclaration de guerre. Il pensait que je reviendrais en rampant, implorant son pardon. Il ne savait pas que j'avais déjà mémorisé chaque numéro, chaque compte, chaque secret qui maintenait son empire en vie. Quand j'ai fermé cette porte de bureau derrière moi, je ne quittais pas son monde. Je marchais vers le mien, celui qu'il ne pourrait jamais contrôler. La salle du conseil sentait l'argent et l'arrogance, le parfum préféré de mon père. J'avais passé des années dans cette pièce à apprendre à lire les visages, à cacher mes émotions, à rester silencieuse quand les hommes parlaient plus fort que moi. Aujourd'hui, je n'ai rien caché. Sais-tu ce que signifie la loyauté, Élise, demanda mon père, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir comme un roi en procès. Cela signifie comprendre ta place. Ma place, ai-je répété. Tu veux dire sous ta coupe? Il laissa échapper un rire, bas et sec. Sans moi, tu n'es qu'un diplôme et un nom de famille. Tu crois que les investisseurs te suivront parce que tu es intelligente? Ils te suivront parce que tu es à moi. Il disait toujours, à moi, comme une possession, pas comme une famille. J'ai fait glisser un dossier sur la table en verre. À l'intérieur se trouvaient les plans de la branche des énergies renouvelables que je développais discrètement depuis des mois. Mon projet, ma vision. Il a feuilleté les papiers, sans être impressionné. Tu veux diriger ça? Très bien. Sous l'égide des entreprises du bois. Sous mes ordres. Non, dis-je d'une voix ferme. Sous Aurélia Capital, de manière indépendante. Le silence qui suivit parut plus lourd que n'importe quel cri. Même l'horloge murale hésita avant de reprendre son tic-tac. Son expression se durcit, des années de suffisance se plissant en un sourire narquois. Tu es délirante. Tu ne tiendrais pas une semaine sans mon financement. Alors considère ça comme mon expérience, ai-je répondu. Il se leva, la voix montant. Si tu franchis cette porte, tu renonces à ton héritage, à tes actions, à ton fonds en fiducie, à ta maison. Alors je suppose que je suis sans abri, dis-je en ramassant mon ordinateur portable. Mais libre. Je me suis tourné vers la porte. Ces mots me poursuivaient comme un fouet. Tu reviendras, dit-il. Elles reviennent toutes. Je me suis arrêté sur le seuil. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres panoramiques derrière lui, son empire scintillant comme une cage. Peut-être, ai-je murmuré. Mais pas en tant que ta fille, en tant que ta rivale. Son visage devint pâle. La première fissure dans son sang-froid parfait. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. La descente en ascenseur des 25 étages m'a paru interminable. Mon reflet dans le mur en miroir ressemblait à quelqu'un que je ne connaissais pas encore. Quelqu'un de dangereux, de libre. Dehors, le vent nocturne avait un goût d'essence et de pluie. Je l'ai inspiré comme une bouffée de liberté. C'était la dernière fois que je l'appelais papa. La nuit où j'ai quitté la tour du bois, Paris me parut plus froide que dans mes souvenirs. Pendant des années, j'avais regardé la ville depuis le 25e étage, pensant en posséder une partie. Maintenant, je n'étais qu'une étrangère de plus traînant une valise sur le trottoir mouillé. Le portier ne m'a pas arrêté. Personne ne l'a fait. C'est ça, le pouvoir. Une fois qu'il change de main, tout le monde le sent. J'ai emménagé dans un minuscule appartement dans le Marais qui sentait légèrement le diluant à peinture et la nourriture à emporter bon marché. L'endroit avait une fenêtre, un radiateur qui grinçait et une porte qui coinçait à mi-chemin, mais il était à moi. Payé avec les derniers fonds de mon compte de trading privé, celui dont mon père ignorait l'existence. Quand je me suis enfin assise, l'épuisement m'a frappé comme la gravité. J'avais quitté un empire avec rien d'autre qu'un ordinateur portable, un disque de sauvegarde et un plan que personne ne croyait possible. Cette nuit-là, j'ai envoyé un seul message à Léo Martin. Objet, besoin d'un service? Pas du genre illégal, pour l'instant, répondit Léo en moins d'une heure. Bien sûr que c'est toi. Café. 7 heures, même endroit. Le lendemain matin,
je l'ai retrouvé dans le même café du coin que nous fréquentions à l'université. Il avait l'air plus âgé maintenant. Barbe, manches retroussées, une assurance d'avocat qui vient de celui qui a survécu à quelques désastres. Tu as l'air différente, dit-il alors que je m'asseyais. Moins otage d'entreprise, plus fugitive. Fugitive est le mot juste, dis-je en enroulant mes mains autour d'une tasse ébréchée. J'ai quitté les entreprises du bois. Il cligna des yeux. Tu as quoi? Démissionné, claqué la porte. Pas d'héritage, pas de fonds en fiducie, juste moi. Léo se pencha en arrière, m'étudiant comme si j'étais un dossier. Alors, c'est une question d'indépendance ou de vengeance? J'ai souri narquoisement. Pourquoi pas les deux? Il sourit malgré lui. Tu as ce feu des Dubois. Combinaison dangereuse. J'appelle ça de la survie, dis-je. J'ai des projets de données que mon père a enterrés parce qu'ils n'étaient pas assez rentables. Je veux les reconstruire, propres, transparents. Une nouvelle entreprise, Aurelia Capital. Il siffla doucement. Tu es sérieuse? Comme une crise cardiaque, dis-je. J'aurais besoin que tu rédiges les statuts de la société et que tu crées quelques comptes anonymes. Offshore, zone grise légale, pas noire. Il tapota son stylo sur la table. Élise, si ton père découvre. Il le fera, les jeux interrompus. Il le fait toujours. C'est pour ça que je le fais maintenant. À la fin de la semaine, Léo avait déposé les documents sous un nom que mon père ne penserait jamais à vérifier, le nom de jeune fille de ma mère. Aurelia Capital LLC, enregistré au Luxembourg, intouchable. Chaque euro que j'avais économisé grâce à des transactions boursières discrètes a été investi dans le premier fonds. Tous les contacts qui avaient cru en moi, 2, peut-être 3 personnes, ont accepté de petits investissements de départ. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. La nuit, je travaillais jusqu'à ce que le soleil perce à travers les stores, regardant le nom de mon père s'effacer des gros titres, tandis que le mien prenait racine discrètement dans les colonnes d'actualité des startups. L'ironie? Chaque bribe de stratégie financière que j'utilisais, c'est lui qui me l'avait enseigné. Un soir, Léo a appelé. Tu réalises que tu viens de déclarer la guerre, n'est-ce pas? J'en suis consciente. Et quel est votre premier mouvement, général Dubois? J'ai souri dans l'obscurité. Simple. Brûler le vieil empire, un registre à la fois. À la 2e semaine, Aurelia Capital existait, du moins sur le papier. Un nom, une adresse et la promesse que je ne serai plus jamais l'ombre de personne. Mais le papier n'empêche pas les fantômes de vous suivre, surtout ceux qui s'appellent Dubois. Chaque nuit, je parcourais les rapports financiers comme s'il s'agissait de vieilles lettres d'amour. Sauf que celles-ci étaient écrites en chiffres et en mensonges. Les entreprises Dubois étaient trop parfaites, trop lisses. Aucune entreprise aussi propre ne le restait sans javel. Et je savais que les mains de mon père avaient trempé dans la javel pendant des décennies. Puis un soir, Léo a posé une clé USB sur mon bureau. Je ne devrais pas avoir ça, dit-il. Mais un de mes clients auditait les filiales des entreprises Dubois. Tu voudras peut-être voir par toi-même. Je l'ai branché. L'écran s'est rempli de feuilles de calcul, de journaux de transactions, de comptes offshore au Caïman et d'un dossier nommé Horizon Participation. J'ai eu la nausée. Horizon avait été ma proposition 3 ans auparavant. Un investissement dans l'énergie durable, le projet dont il s'était moqué. Mais il était là, vivant sous son nom, pas le mien, financé par des sociétés écrans, les bénéfices redirigés vers un fonds fiduciaire intitulé R. Dubois Senior. Je fixais les chiffres, chaque digit une trahison. Il m'a dit que c'était trop idéaliste, ai-je murmuré. Ouais, dit Léo. Idéaliste doit être le mot de code pour rentable. Le lendemain, je suis entré directement dans la tour Dubois. Sans autorisation, sans rendez-vous, juste un but. Le gardien de sécurité a hésité, mais m'a laissé passer. Le nom Dubois ouvrait encore des portes, même pour les exilés. Quand l'ascenseur s'est ouvert au 25e étage, l'odeur m'a de nouveau frappé. Cèdre, scotch, encre chère. L'odeur du contrôle. L'assistante de mon père, Diane, s'est figée en me voyant. Mademoiselle Dubois, je veux dire, Élise, vous ne pouvez pas simplement. Je ne suis pas là pour le voir, dis-je. Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. Avant qu'elle ne puisse réagir, je suis passé devant elle pour entrer dans la salle de conseil aux murs de verre, des chaises vides, une longue table.
Mais les murs murmuraient. J'ai pressé ma paume contre le verre froid et j'ai vu les reflets de chaque réunion que nous avions eue. Les mêmes hommes riant, l'applaudissant, me méprisant. J'ai sorti un petit appareil de mon sac, un récepteur sans fil. Mon père enregistrait toujours les réunions. Sa vanité documentait chaque conversation. La clé d'accès au serveur cloud se trouvait dans ses enregistrements. Il m'a fallu 30 secondes pour trouver le signal. Et puis il était là, sa voix, calme et tranchante comme un scalpel. Elle est sentimentale, dit-il. Les idéalistes sont faciles à contrôler. Gardez-la près de vous. Laissez-la penser qu'elle est impliquée, et quand il sera temps de l'écarter, elle vous remerciera pour l'opportunité. Entendre cela était pire qu'une trahison. C'était de l'anatomie, la façon dont il disséquait les gens morceau par morceau jusqu'à ce qu'ils ne soient plus des menaces. J'ai copié les fichiers, le cœur battant, alors que des pas résonnaient dans le couloir. La voix de mon père se rapprochait. « Diane, ai-je entendu quelqu'un ici ?» J'ai arraché la clé USB, éteint l'ordinateur portable et me suis glissé derrière la porte latérale menant au débarras. À travers la fente, je l'ai regardé entrer, l'homme qui m'avait tout appris sur l'effet de levier. Debout dans une pièce entourée de ses propres fantômes, il s'est arrêté, jetant un coup d'œil à la chaise de président où je m'asseyais pendant les réunions. « Fille ingrate », marmonna-t-il en se versant un verre. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie dangereuse. Quand j'ai quitté la tour, les lumières de la ville ne ressemblaient plus à des chaînes. Elles ressemblaient à des pièces d'échecs. Et j'apprenais enfin à jouer. La nuit où j'ai volé les fichiers de mon père, je n'ai pas pu dormir. Les chiffres me brûlaient les yeux, sociétés écrans, fausses œuvres de charité, faux fonds d'investissement. Il n'avait pas bâti un empire. Il avait bâti un château de cartes. Et il avait utilisé mon nom pour le maintenir. À l'aube, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Juste une ligne de texte, si tu veux le reste, retrouve-moi au café de la Seine. 10 heures vient seul. J'aurais dû le supprimer. Au lieu de cela, je me suis retrouvé assise dans une cabine d'angle tranquille 2 heures plus tard, à surveiller la porte. C'est alors que Marguerite Lefebvre est entrée. C'était l'employée la plus ancienne de mon père. La femme qui m'avait pratiquement élevé pendant qu'il gravissait les échelons des marchés boursiers et des conseils d'administration. Cheveux argentés tirés en un chignon serré, manteau beige, des yeux qui en avaient trop vu et trop peu dit. Quand elle s'est assise en face de moi, ses mains tremblaient autour de la tasse de café. Je me demandais combien de temps il te faudrait, dit-elle doucement. Pourquoi ? Pour le voir tel qu'il est vraiment. Elle a fait glisser une petite boîte en métal sur la table, du genre de celle qui contenait autrefois des bonbons à la menthe. À l'intérieur se trouvaient 3 clés USB et une photo de ma mère. Elle était vieille, prise sur le vif, granuleuse. Ma mère riant à un pique-nique, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. J'ai gardé ça, dit Marguerite. Ton père l'aurait détruite. Il n'aimait pas les rappels de son indépendance. Ma gorge s'est serrée. Qu'y a-t-il sur ces clés ? Tout, a-t-elle murmuré. Transcription de réunion, transfert de fonds, mémos internes. Je garde des copies depuis des années. Ton père pense que la loyauté signifie le silence. J'appelle ça de l'archivage. Je l'ai fixé. Pourquoi maintenant ? Parce que je suis vieille, Élise, et fatiguée. Je l'ai vu détruire de bonnes personnes, ta mère y compris. Je ne le regarderai pas te détruire, toi aussi. Elle a expliqué comment il avait couvert des pertes par le biais d'organismes de bienfaisance fictifs, les nommant d'après des employés décédés. Comment il avait détourné des millions vers des trusts offshore tout en prêchant l'éthique lors de déjeuners d'investisseurs. Et puis elle m'a dit le pire, que ma signature figurait sur la moitié des documents. Il utilisait mon identifiant numérique depuis des années, se cachant derrière mon nom. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un vol d'identité à l'échelle mondiale. J'ai expiré, essayant de stabiliser ma voix. Si je rends ça public, il m'enterrera. Marguerite a secoué la tête. Pas si tu l'enterres en premier. De retour dans mon appartement, Léo a regardé les données que Marguerite m'avait données. C'est une fin de carrière, a-t-il marmonné. Si tu divulgues ça, tu vas pulvériser les entreprises du bois. C'est l'idée. Il m'a regardé longuement. Élise, tu parles de ton père. Non, dis-je. Je parle d'un criminel.
Le silence pesait entre nous. Lourd. Final. Puis Léo a hoché lentement la tête. Très bien. Si tu fais ça, tu ne le feras pas seul. Pour la première fois, j'ai souri. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je crois que je viens de trouver mon premier investisseur. Il a haussé un sourcil. Dans la vengeance ou la justice? Cette nuit-là, j'ai sauvegardé chaque fichier sur 3 clouds chiffrés distincts. À l'écran, l'empire de mon père vacillait comme une constellation mourante. Chaque document, une autre étoile sur le point de s'éteindre. Les derniers mots de Marguerite résonnaient dans mon esprit, les empires ne tombent pas du jour au lendemain, Élise. Ils pourrissent tranquillement de l'intérieur. Il faut juste savoir où couper. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai nommé Projet Aube parce que demain, je ne me cacherai plus. Le 60e anniversaire de mon père devait être une parade victorieuse, lustre, champagne et un communiqué de presse annonçant une nouvelle initiative philanthropique. L'ironie, chaque centime finançant cette œuvre de charité provenait des comptes offshore que j'avais déjà exposés dans mes dossiers privés. Il ne le savait pas encore, mais ce soir, l'empire qu'il vénérait se fissurerait juste sous les assiettes dorées. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt, dorée et gaufrée, envoyée à mon appartement du Marais. Dîner de famille, pas de presse, sois civilisé. J'ai presque ri. La civilité était le masque préféré de mon père. Léo m'a dit de ne pas y aller. Il te tend un piège. N'entre pas dans son arène. J'ai souri. Il a construit l'arène. J'ai juste changé l'éclairage. Quand je suis entré dans la salle de bal du domaine du bois, toutes les têtes se sont tournées. Je portais du rouge, la couleur qu'il détestait, celle que ma mère portait quand elle voulait rappeler au monde qu'elle n'était pas invisible. Pendant un instant, Even mon père se figea au milieu d'un toast. Eh bien, dit-il finalement, forçant un sourire. La fille prodigue est de retour. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu. Je ne suis pas venu pour l'héritage. Juste pour le dessert. Quelques rires étouffés ont brisé la tension, mais sa mâchoire s'est contractée. Les appareils photos des magazines économiques cliquetaient comme des insectes autour de nous. Il a levé son verre. À la famille, même à ceux qui oublient d'où ils viennent. J'ai levé le mien. Et à la vérité, même quand elle est dérangeante. Le dîner était une performance. Mon père tenait sa cour comme un roi entouré d'investisseurs, de politiciens et de sycophantes qui riaient à chacune de ses anecdotes. Il se vantait de la croissance, de l'influence, de l'héritage des mots qui ne signifiaient rien quand on avait vu les registres derrière. Au milieu du repas, il a fait un geste vers moi. Vous savez, Élise pensait autrefois qu'elle pouvait diriger une entreprise uniquement sur l'idéalisme. Mais elle est jeune. Elle apprendra que les principes ne paient pas les factures. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. C'était mon signal. Je me suis levé, le cliquetis de mes talons résonnant contre le marbre. En fait, papa, j'ai appris ça. C'est pourquoi je me suis assuré que le fisc reçoive ces déclarations de charité que tu as oublié de déposer. La pièce est devenue silencieuse. Il a cligné des yeux, le visage vide une seconde avant de forcer un autre sourire. Je ne suis pas sûr de ce que tu insinues. Oh, je pense que si. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette, faisant glisser l'écran. Voudrais-tu que je joue l'enregistrement où tu appelles Horizon Participation ton fonds privé? Ou peut-être celui où tu plaisantes sur le fait d'acheter le silence avec des stock options? Des halètements ont parcouru la table. Quelqu'un a chuchoté, est-elle sérieuse? La voix de mon père est devenue basse, contrôlée. Assez, Élise. Assieds-toi. Non, dis-je. Tu as assez parlé pour toute une vie. Il se leva lentement, le masque glissant. Tu penses que ça te rend puissante? Tu viens de déclarer la guerre à ton propre sang. Je ne fais que terminer ce que tu as commencé, dis-je. Tu as bâti un empire sur des mensonges. Je lui donne un nom honnête. Un flash a éclaté l'appareil photo d'un journaliste, puis un autre. Il avait invité la presse après tout, caché parmi les invités. Sa petite cascade de relations publiques s'était transformée en collecte de preuves. Sécurité, aboya-t-il. Escortez-la dehors. Personne n'a bougé. Même Marguerite, debout tranquillement près du fond avec un plateau de champagne, n'a pas scié. Ses yeux ont croisé les miens une fraction de seconde. Fier, inébranlable. J'ai posé mon verre, calme.
ne vous dérangez pas. Je pars de toute façon. Mais vous devriez peut-être vérifier votre boîte de réception avant le dessert. L'AMF vient de recevoir une copie de vos comptes offshore. La couleur quitta son visage. Je me suis retourné, la lumière du lustre attrapant ma robe rouge comme une flamme. Joyeux anniversaire, papa. Le temps d'atteindre l'allée, mon téléphone vibrait sans arrêt, des SMS de Léo, Marguerite, des journalistes. À l'intérieur, le chaos avait remplacé la musique, et alors que je sortais dans l'air nocturne, une pensée brûlait à travers le bruit. Il a construit le royaume. Mais ce soir, j'ai allumé l'allumette. Le matin, l'histoire était partout. Œuvre de charité du bois sous enquête fédérale. Des sources internes affirment que des fonds offshore sont liés à un trust familial. Le visage de mon père passait sur tous les écrans, confiant sur une photo, acculé sur la suivante. Léo a appelé avant le lever du soleil. Ils ont gelé ses comptes, a-t-il dit. La justice et la police financière se coordonnent. Quelqu'un a tout divulgué. Quelqu'un, ai-je souri. Essayez tout le monde. Parce qu'une fois que le premier dossier a vu la lumière, les autres ont suivi. Journalistes, lanceurs d'alerte, anciens employés. La vérité s'est propagée plus vite que le feu. À midi, la tour du bois ressemblait à une scène de crime. Des agents en veste bleu marine franchissaient les portes en verre, mallette à la main, tandis que les caméras envahissaient le trottoir. De l'autre côté de la rue, je regardais le logo, notre nom de famille gravé dans l'acier, briller sous les sirènes clignotantes. Un monument transformé en preuve. Léo se tenait à côté de moi. Tu pourrais t'en aller maintenant, Élise. Tu as gagné. Pas encore, dis-je. Il pense encore qu'il peut arranger ça. Et j'avais raison. Ce soir-là, mon père a appelé. Élise, dit-il, la voix calme, calculée. Nous devons parler. Tu veux dire négocier? Tu as fait valoir ton point. Mais ça te dépasse. Les familles ne se détruisent pas en public. C'est drôle, dis-je. Tu n'as jamais eu de problème à me détruire en privé. Il soupira, cette expiration étudiée qu'il utilisait avant de renvoyer quelqu'un. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Cela va ruiner des milliers d'employés, d'investisseurs, de réputation. Alors peut-être qu'ils cesseront enfin de vénérer des voleurs, les jeux interrompus. Son ton s'est durci. Tu penses pouvoir construire quelque chose à partir de cendres? Sans mon nom, personne ne te fera confiance. J'ai ri doucement. Ils le font déjà. Parce que je n'ai pas hérité de ton empire, papa. Je l'ai reconstruit. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel. La police voulait une déposition, non pas en tant que suspecte, mais en tant que témoin coopérant. Marguerite avait remis chaque clé USB, chaque enregistrement, chaque reçu qu'elle avait conservé pendant 20 ans. Son témoignage était dévastateur. Il croyait que la loyauté signifiait le silence, a-t-elle dit aux agents. Mais Élise a prouvé que la loyauté peut signifier la vérité. Au moment où ils l'ont escorté hors du Penthouse de la Tour du Bois, mon père n'était plus le titan de la finance. Il n'était qu'un vieil homme agrippant une mallette pleine de mensonges. J'ai regardé les images à la télévision depuis mon appartement. Ses cheveux argentés en désordre, ses boutons de manchette brillants comme des menottes. Ce n'était pas une victoire. C'était une chirurgie, nécessaire, brutale, finale. Ce soir-là, Léo est passé avec de la nourriture à emporter et 2 verres de vin. Il a levé son verre. À l'indépendance et au timing parfait. À Marguerite, dis-je en trinquant avec lui. Elle a attendu 40 ans pour voir la justice. Nous avons mangé en silence pendant un moment, la ville bourdonnant en dessous. Finalement, Léo a dit, tu penses qu'il te pardonnera un jour? J'ai secoué la tête. Il ne sait pas comment. Le pardon exige de l'humilité. Il ne connaît que le contrôle. Et toi? Je n'ai pas besoin de pardon, dis-je doucement. J'ai juste besoin de distance. 3 jours plus tard, un colis est arrivé à ma porte. Pas d'étiquette de retour, juste mon nom et l'écriture de mon père. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe. Une photographie de moi enfant, debout devant la tour du bois, lui tenant la main. Au dos, 3 mots, tu avais raison. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré non pas de culpabilité, non pas de chagrin, mais de soulagement. Il m'avait enfin vu, même s'il était trop tard.
À la fin de la semaine, des accusations fédérales ont été déposées. Le conseil d'administration l'a évincé. Les actionnaires ont élu un PDG temporaire, et la presse m'a surnommé « la fille qui a démantelé la dynastie ». Ils pensaient que c'était de la vengeance. Ce n'était pas le cas. C'était une réclamation. Debout sur mon balcon ce soir-là, l'horizon scintillait de possibilités. Le nom du bois ne me faisait plus peur. Il était à moi maintenant, purifié, reconstruit. Il a dit que je ne pouvais pas survivre sans lui, ai-je murmuré à la ville. Il s'avère que je n'étais jamais censé le faire. Le matin après l'arrestation de mon père, je me suis réveillé dans le silence. Pas d'appel, pas de gros titres hurlant mon nom, pas de réunion de conseil, juste le bourdonnement de la ville à l'extérieur et une mince ligne de soleil traversant la pièce, douce, presque indulgente. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille de quelqu'un. Je me sentais simplement moi-même. J'ai fait du café dans la tasse ébréchée que Léo avait achetée pour mon appartement et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La boîte de réception était inondée, journalistes, investisseurs, anciens employés des entreprises du bois offrant des déclarations de soutien ou d'excuses. Mais un email s'est démarqué, de Marguerite Lefebvre. Objet, quelque chose de nouveau. Il contenait 3 mots et une adresse dans le quartier de la Défense. Pas d'explication, pas d'avertissement. Quand je suis arrivé, le bâtiment m'a surprise. Une modeste structure en briques nichée entre 2 gratte-ciel. À l'intérieur, la poussière flottait dans la lumière du matin. Une seule plaque était appuyée contre le mur, Fondation Aurélia. Marguerite était là, les cheveux attachés, portant un tailleur bleu marine que je ne lui avais jamais vu. « Tu es en avance » dit-elle en souriant légèrement. « Bien. Tu auras besoin de temps pour voir ce que nous construisons. »« Qu'est-ce que c'est » demandai-je en regardant les pièces vides. « Ton empire » dit-elle simplement. « Mais construit différemment cette fois. » Elle me fit visiter l'espace. De vieux bureaux transformés en espace de travail ouvert, une salle de conférence en verre donnant sur la rue. Sur un bureau, se trouvaient des dossiers étiquetés, programmes de sensibilisation, littératie financière pour les femmes, subventions d'aide juridique. « Je ne veux pas reconstruire les entreprises du bois » dis-je. « Pas après tout ça. »« Bien » répondit-elle. « Nous ne le reconstruisons pas. Nous le réécrivons. » Marguerite a expliqué son idée, une fondation qui utiliserait les actifs récupérés des entreprises du bois pour financer des start-up dirigées par des femmes, la protection des lanceurs d'alerte et l'éducation à l'éthique des affaires. Les mêmes ressources que mon père utilisait pour contrôler les gens, réutilisées pour les libérer. J'ai senti quelque chose changer en moi. « Es-tu sûr que ça peut marcher » demandai-je. Elle me regarda fixement. Les empires pourrissent quand ils sont construits sur la peur. Ils prospèrent quand ils sont construits sur un but. Tu as déjà prouvé que tu pouvais en démolir un. Voyons si tu peux en construire un. À l'été, la Fondation Aurélia avait sa première équipe, 6 femmes, dont la jeune sœur de Léo, une analyste avec un feu qui n'était pas sans rappeler le mien. Nous travaillions 12 heures par jour, alimentés par la caféine et la fureur, rédigeant des propositions, examinant des candidatures, concevant des mentorats. Chaque formulaire de don que nous remplissions, chaque contrat que nous signions, c'était comme une guérison sous forme de paperasse. La presse a essayé de romancer cela, me qualifiant d'« héritière qui a reconstruit la moralité ». Ils ne savaient pas à quel point c'était désordonné. Combien de nuits je me réveillais en tremblant de rêves de salles de conseil et de portes closes, de la voix de mon père murmurant « Tu n'es rien sans moi ». Mais chaque matin, j'entrais dans notre nouveau bureau, je voyais les femmes dont nous changions la vie, et je me souvenais pourquoi j'avais commencé. Un après-midi, Léo est apparu à ma porte avec un dossier. « Proposition de financement de HEC Paris », dit-il. « Ils veulent que tu donnes une conférence sur l'éthique des affaires. » Imagine ça, le nom du bois enseignant l'honnêteté, ai-je ri en secouant la tête. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin. Il sourit. Tu as fait du chemin, Élise. Pas assez loin, dis-je en regardant par la fenêtre. Pas tant que le monde ne se souviendra pas de ce que nous défendons, et non de qui nous venons. Ce soir-là, Marguerite et moi nous tenions dans le hall, regardant les ouvriers accrocher la plaque finale au-dessus de l'entrée. Fondation Aurélia, bâtie sur la vérité. Marguerite me tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé, vieille, en laiton, lourde. « Ta mère me l'a donnée il y a des années » dit-elle. Elle ouvrait son atelier.
Elle m'a dit qu'un jour tu en aurais besoin, non pas pour ouvrir une porte, mais pour te souvenir que tu le pouvais. J'ai refermé mes doigts dessus, la gorge serrée. Elle avait raison, ai-je murmuré. Dehors, la ville brillait, non pas de l'or froid des tours du bois, mais de la lumière chaude de quelque chose qui renaissait. 6 mois plus tard, je me tenais aux grilles du domaine du bois, la maison où tout a commencé et où tout s'est terminé. Les barreaux de fer portaient encore les armoiries de la famille, bien que la peinture ait commencé à s'écailler. Pour la première fois, je ne ressentais pas d'angoisse en me tenant là. Je ressentais de la distance, comme si je regardais un artefact d'une autre vie. L'endroit était calme maintenant. Mon père purgeait sa peine dans un établissement à sécurité minimale en Sologne. Le personnel avait été renvoyé depuis longtemps. Le jardin, envahi par la végétation. Ça ne sentait plus la maison, juste le marbre et la poussière. J'ai traversé les couloirs, mes talons claquant sur les mêmes sols où je le poursuivais enfant, agrippant un carnet, espérant qu'il remarquerait mes idées. Il ne l'a jamais fait. Le silence était assez fort pour faire écho aux souvenirs. Des dîners où j'étais assise, invisible. Des réunions où mes opinions devenaient ses déclarations. Des applaudissements qui n'ont jamais atteint mon nom. Mais ces fantômes ne me hantaient plus. Ils observaient. Dans son ancien bureau, l'air sentait encore faiblement le cèdre et le bourbon. Le même bureau en acajou était intact, des papiers empilés proprement par quelqu'un qui croyait encore qu'il pourrait revenir. J'ai ouvert le tiroir supérieur. À l'intérieur, j'ai trouvé une photographie, moi à 12 ans, debout à côté de lui lors d'une cérémonie d'inauguration, tenant une pelle dorée faisant la moitié de ma taille. Son sourire sur la photo était parfait. Le mien ne l'était pas. J'ai glissé la photo dans ma poche, puis j'ai sorti une enveloppe. Elle contenait une seule chose, une simple feuille de papier. Mon écriture précise et calme. Vérifie tes comptes. Je ne suis plus ton ombre. Je l'ai placée au centre de son bureau, la même où j'avais laissé mes clés. Puis j'ai posé un autre objet à côté, la clé en laiton que ma mère m'avait donnée par l'intermédiaire de Marguerite. Mon passé rendu, mon avenir choisi. Dehors, l'agent immobilier attendait près de la fontaine. Mademoiselle Dubois, salua-t-il. Tout est en ordre? Appelez-moi Élise Laurent, dis-je, le nom de jeune fille de ma mère. Il hocha la tête. Compris. L'acheteur a confirmé. Les bénéfices iront directement à la Fondation Aurélia. J'ai souri. Alors ce n'est officiellement plus sa maison. Il me tendit le document final. J'ai signé, l'encre glissant sur la page comme une note de fin dans une symphonie. Juste comme ça, la dernière pièce de l'Empire du Bois est passée entre de nouvelles mains. L'argent s'est transformé en bourse d'études, en prêt aux petites entreprises et en avenir sûr pour des femmes qui, comme moi, avaient été réduites au silence. Alors que je descendais l'allée, la lumière du soleil se déversait sur le gravier, chaude et constante. Une voiture noire a ralenti aux grilles. La fenêtre s'est baissée. Léo. Il s'est penché, souriant. Alors, qu'est-ce que ça fait? Comme si l'air m'appartenait enfin, dis-je. Il a ri. Tu sais, tu n'es pas obligé de tout faire seul. La fondation grandit vite. Nous aurons besoin de quelqu'un pour diriger l'expansion vers l'ouest. J'y réfléchirai, dis-je en me glissant sur le siège passager. Mais d'abord, un café. Un café? Ouais, ai-je souri narquoisement. Tout empire commence quelque part. Alors que nous nous éloignions, le domaine rétrécissait dans le rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'une ombre à l'horizon. Devant, Paris scintillait, vivante, intacte, en attente. J'ai sorti mon téléphone. Un nouveau message clignotait sur l'écran, de Marguerite. Objet, nouveau cas. Femme de sénateur. Coercition financière. Elle a peur. A dit qu'elle avait lu des articles sur toi. On peut le prendre? J'ai souri. On le fait toujours, ai-je répondu par SMS. En voilà nous. Parce que c'était ce que j'avais construit. Pas un royaume, pas une vengeance, mais un refuge. Pour chaque femme à qui l'on avait dit qu'elle ne pouvait pas survivre sans quelqu'un. Pour chaque fille à qui l'on avait appris que l'amour signifiait le contrôle. Alors que nous nous engagions sur l'autoroute, Léo m'a jeté un coup d'œil. Tu penses qu'il te pardonnera un jour? J'ai regardé par la fenêtre les traînées de soleil perçant à travers la ligne d'horizon. Il n'en a pas besoin, dis-je.
Parce que je me suis enfin pardonné. La ville s'étendait devant nous, rayonnante de possibilités. Autrefois, mon père avait dit que je ne pouvais pas vivre sans lui. Maintenant, l'empire qu'il avait bâti sur le pouvoir avait disparu. Et celui que j'avais bâti sur la vérité ne faisait que commencer. J'ai posé ma main sur la vitre, sentant la vibration de la route, le pouls de ma propre vie. Le monde extérieur n'attendait plus de permission. Moi non plus.